Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. On va pouvoir commencer et je vais céder la parole au chef d'orchestre un peu de cet événement avec les équipes de la BPI en entier. Mustapha, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la raison d'être de ce grand événement d'aujourd'hui, Ouais. Puisqu'il va nous amener aussi sur le panel qu'on va co-animer, parce qu'il s'agit de définir un petit peu ce qu'est la filière du sport et puis de l'incarner. Ça tombe bien, c'est le bon endroit pour le faire. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je dirige chez BPI France les partenariats sportifs. Sport définition, on y est. Ça fait un bout de temps qu'on est en train de travailler, qu'on travaille ce sujet-là. Alors déjà, gros big up, je vais le dire comme ça, c'est pas grave, on est entre nous. Gros big up à toutes les équipes qui ont œuvré pour nous préparer un bel événement comme celui-ci. Un mot sur Sport Définition et la raison d'être de Sport Définition. En fait, nous, chez BPI France, les meneurs, c'est 32 clubs. C'est un pilier qui est fondamental chez nous parce que on est au plus proche des entreprises, des PME, des ETI dans les territoires français. Et les clubs sportifs sont des lieux de rassemblement de tous les écosystèmes, de tous les acteurs d'un écosystème économique. Et donc, il était hyper important qu'on soit présent auprès de ces clubs-là. Puis, au fur et à mesure, on a fait évoluer un petit peu les choses. Puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait énormément de difficultés à comprendre et à lire le marché de l'économie du sport. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on commence à discuter avec tout le monde, mais surtout que tout le monde se parle. Et c'est pour ça qu'on a créé Sport Définition. Et d'ailleurs, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu un premier temps où on a rassemblé environ 150 dirigeants de l'économie du sport qu'on a mis autour d'une table ou de 12 tables parce qu'on avait 12 thématiques. Et on a voulu que tous les acteurs finalement réfléchissent à c'est quoi aujourd'hui l'économie du sport, quels sont nos atouts en France et vers quoi on veut aller si demain on veut développer cette filière finalement. Et donc c'est la raison d'être de Sport Définition et c'est pourquoi on a voulu vous rassembler ici. Super, merci Mustapha. On est ravis de prendre part à ce grand événement. L'Institut Choiseul, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on est un think tank, on est une plateforme, on est un réseau de réseaux sur plein de secteurs différents. Et en fait, on identifie et on fédère des dirigeants de moins de 40 ans à travers nos classements, mais aussi sans aucune limite d'âge, à travers des événements et du contenu d'analyse en France et en Afrique. Et on a choisi à partir de 2018 de dédier toute une plateforme à l'économie du sport et aux acteurs qui la font, et notamment ceux de moins de 40 ans, parce qu'on savait que les JO allaient arriver, et parce qu'on savait aussi qu'il fallait souder les acteurs de la filière et les mettre en lien avec des acteurs en dehors de la filière. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des grandes entreprises, des startups, de la santé, de l'agroalimentaire, parce que les liens entre le sport, les équipements, les services, l'entertainment et le reste de l'économie sont innombrables, et c'est tout à fait la philosophie de Sport Définition, c'est de décloisonner ça. Donc voilà pour ce qui est du Choiseul Sport Business qu'on anime depuis maintenant plusieurs années. Et on publie un classement de 100 jeunes leaders tous les ans avec le soutien de l'équipe que je remercie. Et on a voulu pour aujourd'hui et pour ce moment bien particulier de Sport Définition et de la veille des JO, sortir un classement un peu particulier de 40 personnes sans aucune limite d'âge, 40 personnes qui sont très différentes mais qui font l'avenir de l'économie du sport. On a voulu prendre un petit peu le rebond des JO et aller regarder derrière les JO. À partir de septembre, qu'est-ce qui va se passer? Et donc on a identifié 40 personnes qui, que ce soit dans la Sportec, dans les équipements, dans les services, dans les médias, dans les fédérations, vont contribuer à souder la filière pour les années à venir. Et donc c'est un petit peu le dévoilement aujourd'hui de ce top 40 qui sera dévoilé entièrement au début juillet dans Choiseul Magazine. Donc voilà, on est très heureux, et surtout on a l'honneur d'avoir 4 lauréats de ce top 40 avec nous, qui vont pouvoir nous expliquer leur vision et la manière dont ils s'inscrivent dans cette filière. Et donc je vous invite, si vous le voulez bien, à nous rejoindre sur scène, tous les 4. Et on peut les applaudir.
Allez, alors avec après les petits réglages micro, déjà, je pense que on est tous d'accord pour vous féliciter. C'est vraiment un moment en fait qui est important finalement parce que au-delà de valoriser des personnalités, on essaie de valoriser surtout des actions. Et des actions, il y en a des belles. Déjà, Julien Pierre, si on parle de quelqu'un d'engagé, je pense que on sait tous ton engagement pour la planète, avec la création de cette entreprise qui s'appelle Fair Play for the Planet et la création de ce label pour les clubs. Je ne sais pas si... est-ce que toi, déjà, tu veux bien nous dire un mot sur quelle est ta vision du sport business, de l'économie du sport, et surtout de comment est-ce qu'on structure et on définit une économie comme celle-ci? Waouh, vaste question. Bonjour à tous, ravi d'être sélectionné, de faire partie de ce palmarès, très honoré. Définir la filière économique du sport, c'est complexe. Parce que le secteur sport est un secteur qui rassemble énormément d'acteurs, publics, privés, médias, spectateurs, et tout cet écosystème fait qui vit et qui se développe sur tous les territoires, très ancré sur les territoires, mais aussi très exposé en même temps à travers le sport professionnel notamment et le sport. Et quand tu me dis comment définir l'économie du sport, déjà il faudrait peut-être définir le sport en lui-même, qu'est-ce qu'on met derrière le mot sport, de quel sport on parle. Et là, du coup, le champ des possibles est très vaste. Mais clairement, nous avec Fair Play, on s'inscrit dans un sport durable, responsable, qui se veut justement respectable de tous ces engagements éco-responsables dans l'héritage justement des Jeux Olympiques. Super, merci beaucoup. On a la chance aussi d'avoir Philippe Audoux. Alors Philippe, on vous connaît pour l'action que vous portez depuis 25 ans maintenant, presque plus, 98. Vous avez fondé Sport dans la ville. Alors Sport dans la ville, l'idée c'est d'insérer les jeunes, notamment des quartiers prioritaires, dans le sport, dans l'activité sportive, et de faire du sport aussi un levier d'inclusion vers les milieux professionnels et différents types d'engagement. Et donc c'est vraiment l'idée de canaliser l'activité sportive, le collectif et les valeurs autour du sport pour de l'impact direct sur les territoires. Donc vous êtes central dans la filière. Vous avez, j'imagine, une approche décloisonnée par défaut. Et vous parlez à de nombreux acteurs. Un peu la même question pour vous, qu'est-ce que la filière du sport de manière générale, et puis comment vous la voyez grandir après les JO, et peut-être quels sont les leviers à débloquer particulièrement, les investissements, des politiques publiques plus ambitieuses, plus coordonnées, ou alors tout à fait autre chose? Je vais simplement parler de l'environnement que je connais, à savoir celui des quartiers prioritaires, puisqu'effectivement, Sport dans la ville existe depuis 25 ans. On a créé l'association pour venir en soutien à des jeunes qui habitent dans des quartiers prioritaires. On le fait par le biais du sport, parce que c'est un outil de rencontre et de mise en dynamique exceptionnel. Et notre finalité est effectivement d'emmener un maximum de jeunes vers un emploi en entreprise, ou pour celles et ceux qui en ont la capacité, on les aide même à créer leur entreprise. Voilà, donc on a 70 centres aujourd'hui implantés en pied d'immeuble dans toute la France. On est présent dans une trentaine de villes. Il y a près de 15 000 jeunes cette année qui bénéficient de nos programmes sportifs et surtout de nos programmes d'accès à l'emploi. Pour répondre à votre question autour du sport comme outil éducatif, outil d'insertion, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, parce que les quartiers prioritaires, ça représente un peu plus de 10% de la population en France. C'est 6 millions de personnes, et il y a encore un déficit d'infrastructures important. Et pour pratiquer le sport, généralement, il faut des terrains. Voilà, même si l'État, depuis 3 ou 4 ans, a lancé un grand programme assez intéressant et assez puissant de construction d'infrastructures sportives de proximité, puisqu'il y a 10 000 terrains de proximité qui vont voir le jour grâce à un plan qui a été mis en place par l'État et l'Agence nationale du sport. Mais il y a un vrai enjeu à créer des infrastructures, et puis il y a surtout un vrai enjeu à faire vivre ces infrastructures, alors que ce soit des infrastructures de proximité ou des infrastructures de clubs. Voilà, et aujourd'hui, dans le champ du social, du sociétal, de l'éducatif, il y a un grand mouvement qui a été enclenché en lien avec les fédérations françaises sportives pour essayer d'emmener les fédérations sur de nouveaux métiers, puisque
jusqu'à un passé récent, le club de sport, c'était avant tout un endroit où on faisait de la compétition. Voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller dans un club sportif pour faire autre chose que de la compétition. Alors, c'est du sport plaisir, du sport loisir, c'est se retrouver dans un clubhouse où on va pouvoir rencontrer des gens, pouvoir être aidé dans son parcours d'insertion professionnelle quand on est jeune, pouvoir être accompagné sur des dimensions de santé quand on est un peu plus âgé. Voilà, et donc je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont en train de participer à ce mouvement de changement en profondeur des métiers que peuvent proposer les fédérations sportives et notamment les clubs sportifs amateurs qui sont des acteurs incroyables du tissu social de proximité. Alors le classement, c'est aussi l'occasion de dévoiler des rôles modèles. Je pense que quand on pense à Sarah Oramune, on pense aussi à ce côté rôle modèle. Bon, on ne te présente plus. Je pense que tout le monde dans la salle te connaît, ancienne championne de boxe, dirigeante de Boxer Inside Club. Tu as rejoint récemment la vice-présidence de la filière sport. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton engagement au quotidien? Qu'est-ce qui t'anime aussi derrière ça? Et le sport, c'est pas uniquement du business, c'est avant tout du lien. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'être dans le classement. C'est toujours valorisant et c'est surtout valorisant pour mes équipes et Boxer Inside, ce projet associatif qui est d'abord un projet passion, un projet cœur, parce que moi, la boxe, ça a été une rencontre impactante quand j'étais adolescente et je crois que c'est ce qui m'a donné envie de m'investir dans le sport. Alors c'est vrai que depuis le 13 mars, j'ai une nouvelle casquette, j'ai une casquette d'athlète, peut-être d'élue aussi dans le mouvement sportif puisque je suis au sein de ma fédération du comité olympique de Paris 2024 et puis pour les Jeux, j'accompagne le CIO sur les épreuves de boxe et donc cette toute nouvelle casquette là de vice-présidente de la filière sport, c'est une casquette qui est très flatteuse parce que forcément ça sort un peu du domaine du sport associatif, du sport de haut niveau, puisque là je vais davantage explorer l'économie du sport et c'est vraiment un secteur qui m'intéresse parce que finalement le monde associatif, et Philippe, je pense que tu le sens au quotidien, les associations doivent s'intégrer dans l'économie du sport et réfléchir presque comme des entreprises pour pouvoir réfléchir à un modèle économique, à mieux communiquer, pour pouvoir continuer à développer leurs actions et avoir de l'impact. Moi, sur ma vision de l'économie du sport, elle est plutôt optimiste. Alors, je suis de nature optimiste, mais j'ai vraiment le sentiment que l'économie du sport, c'est un pilier essentiel de l'économie en France. Dans la filière sport, il y a 600 membres. C'est des membres qui sont composés d'entreprises, de collectivités territoriales, de financeurs, d'acteurs du mouvement sportif. Et là, il y a une vraie diversité qui finalement est une richesse qui va très certainement, et en tout cas, j'en suis sûre, nous permettre de relever les défis futurs. Et puis, il y a peut-être pour moi quelque chose qui est important, c'est d'encourager, de promouvoir les pratiques sportives plus responsables, d'intégrer davantage des objectifs de responsabilité sociale et environnementale. Et là, je pense notamment aux pratiques en direction des publics les plus éloignés. Sport dans la ville le fait très bien. Il y a plein d'acteurs associatifs qui le font, mais aussi des pratiques en faveur du sport santé, des seniors, des personnes en situation de handicap. Et l'économie du sport, c'est aussi la formation. Je crois qu'il faut vraiment dépoussiérer peut-être le catalogue des formations des métiers du sport pour encourager davantage les jeunes à se former. Et puis, Paris 2024, forcément, il y a cet héritage qu'on attend tous. Et si on arrive vraiment à prendre ce virage, ce sera essentiel pour renforcer le poids de l'économie du sport. Merci beaucoup. Et notre dernier intervenant, Éric Babola. Alors, on a trouvé intéressant d'avoir votre vision et point de vue, parce que Babola, c'est 1875, c'est historique, patrimonial, ancré dans un territoire qui est la région lyonnaise, où vous êtes toujours, et d'où vous rayonnez sur je crois, 150 marchés. Leader maintenant des sports de raquettes, un acteur du quotidien un peu des Français, un équipementier, mais donc un équipementier de proximité.
Même question, on tire le fil. Alors vous, la filière du sport, vous la vivez au quotidien par des logiques quand même très productives. Vous êtes en lien depuis toujours avec, j'imagine, des fédérations, ce genre d'acteurs. Qu'est-ce que vous avez vu apparaître comme nouvel acteur depuis peut-être 10, 20 ans, comme levier de croissance pour vous, comme partenariat, des acteurs peut-être comme ceux qu'il y a à côté de vous dans la salle, et comment vous avez vu ce changement s'opérer et qu'est-ce que ça peut dire de l'avenir de la filière ? Merci de m'avoir invité. Alors oui, j'ai ni moins de 40 ans, ni 150 ans, donc j'ai pas forcément compris. Non, donc effectivement, chez Vabola, nous on est une marque de l'environnement du sport, puisqu'on fait des sports de raquettes, c'est le tennis, le paddle, pas le stand-up paddle, le paddle avec des raquettes, comme au tennis, et du badminton depuis près de 150 ans. Dans 150 pays dans le monde, on est un équipementier. On a des propositions de produits et de services pour équiper les joueurs. Et on a l'avantage dans nos sports qui sont des jeux, même si parfois on dit que ça ressemble à la boxe. Il y a une balle, mais il y a beaucoup de similitudes dans nos sports de raquettes où il faut battre l'autre. Donc c'est un sport de combat, malgré tout, ce sont des sports de combat. Et on agit partout sur la planète et on a des chances d'être dans ces sports qui touchent effectivement tout le monde. Bien sûr, on voit l'élite. En ce moment, c'est Roland-Garros. Les meilleurs joueurs sont là et font rêver pas mal de gens. Mais c'est surtout des clubs, des sports de terrain. Voilà, dans les 150 pays dans lesquels on est dans 20 000 clubs. Et généralement, les gens qui pratiquent nos sports s'équipent dans des magasins qui sont rarement dans les clubs. Donc on est à peu près dans 20 000 magasins qui peuvent être physiques ou digitaux. Là où les clubs, quand on pratique, c'est quand même plutôt du vrai. Et donc on connaît bien ce terrain parce que notre sujet, ce sont les amoureux des sports de raquettes, qu'ils soient petits, grands, qui fassent ça pour la compétition, pour la santé. On est partenaire de Philippe et de Sport dans la ville depuis quasiment l'origine. Et donc je vais peut-être prendre une image un peu moins récente, moins vieille que les 10 ans, où c'est le Covid en fait qui a été un moment important il nous semble, dans l'environnement du sport, parce que le Covid, ça a fait percevoir à beaucoup de gens, et c'est presque la moitié de la population, qu'une des meilleures façons d'être en bonne santé, c'était le sport. Et que c'était un truc, nous on est dans le sport, ça nous paraissait assez évident, mais en fait on s'est rendu compte que pour plein de gens, c'était pas le cas. Et chez Babola, depuis longtemps, on pense que les sports de raquettes sont probablement ce qui est de mieux pour l'équilibre de la santé physique et mentale, parce qu'il y a un côté stimulation, il y a un côté interactif, il y a aussi une dimension sociale et puis ce sont des jeux, donc que ça colle bien à ça, et c'est vrai que c'est ce qu'on fait depuis 150 ans maintenant dans pas mal de pays sur la planète, et que ça touche heureusement beaucoup d'audience. Julien, je reviens à toi, on va le faire dans l'ordre. Alors toi, ton sport de prédilection, c'est pas avec une raquette, c'est avec un ballon ovale. Tu t'es engagé suite à ta carrière sportive. C'est quoi l'après-JO pour le sport et le climat ? L'après-JO sport-climat, oui, c'est vrai que nous, on essaye avec Fair Play de contribuer aussi à cette économie du sport, à un sport plus responsable, au plus proche des territoires, au plus proche aussi des partenaires financiers, à travers la promotion d'un sport plus durable et plus responsable à travers le label qu'on a pu développer, notamment avec l'ADEME. Et justement accompagner ces acteurs du monde du sport dans cette transition, parce que le sport doit aussi répondre à ces problématiques de transition qui sont environnementales, sociales, et qui doit pouvoir également structurer, identifier, structurer et valoriser toutes ces actions qui sont menées et qui sont souvent très bien menées dans tous ces clubs sportifs, et justement accompagner ces structures. L'après-JO, c'est nous. C'est vous, c'est tout le monde qui allons l'emmener. Hein. C'est pas juste le COJO ou autre, ou le CNOSF ou autre. Je pense que c'est tous les acteurs et tous les acteurs du monde du sport qui doivent l'emmener, qui doivent apporter et s'inspirer de ce qui a été fait aux JO. Les JO ont franchi des étapes dans l'engagement, dans la transformation du sport, qui sont environnementales, sociétales, en mettant des exigences qui sont hautes. Est-ce qu'ils vont atteindre tout ? On ne sait pas, mais est-ce que c'est l'essentiel ? Non, l'essentiel, c'est la marche et la direction qu'on prend. Et je pense que nous, acteurs du monde du sport, on doit suivre, on doit impulser, on doit inventer et pousser vraiment cet après-JO pour un sport, pour notre part, en tout cas, plus responsable et plus durable. Philippe, même question pour l'après-JO.
Vous l'avez dit, ça a été une période ces dernières années d'investissement dans des nouvelles infrastructures. La question, c'est de savoir dans cet enjeu de legacy, d'héritage des JO, est-ce que ces infrastructures vont continuer à être maintenues? Est-ce qu'elles sont suffisantes pour justement insuffler et maintenir ce momentum? J'imagine que l'Agence nationale du sport est un acteur qui, pour vous, a été intéressant, enfin son émergence a été intéressante ces dernières années. Comment vous voyez cet après-JO, même au-delà des JO, comment vous voyez ce fonds d'investissement, de politique publique et de cohésion des acteurs pour vos enjeux, notamment dans les quartiers prioritaires? Sur les 10 000 infrastructures qu'on évoquait tout à l'heure, l'État a pris un engagement de long terme, puisque il y a tout un plan encore de construction et de développement sur lequel l'État est engagé auprès des collectivités, auprès d'associations comme Sport dans la ville jusqu'à 2028. Voilà, moi, ce que j'observe sur le terrain, parce que nous, nos principaux interlocuteurs, ce sont les communes. Quand on crée un centre de proximité, c'est toujours un maire qui décide de nous accueillir sur son territoire. Et dans le cadre de la dynamique de Paris 2024, il y a un label assez formidable, je trouve, qui a été mis en place, Terre de Jeux, qui a été délivré par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et puis l'État français. Et il y a à peu près, je crois, 5000 communes en France qui ont obtenu ce label en prenant l'engagement, avant, pendant et surtout après les Jeux Olympiques et Paralympiques, de revoir leur politique sportive, de faire en sorte que plus d'infrastructures soient construites, que les infrastructures existantes soient rénovées. Et moi, je trouve qu'il y a, depuis 2 ou 3 ans, un vrai élan territorial autour de la pratique sportive, autour de la structuration du sport. Et donc, je suis assez confiant sur la poursuite de cet élan. Et puis, si en plus, nos athlètes, mais ça, il est encore trop tôt pour dire, nous font de belles Olympiades, aussi bien au moment des Jeux Olympiques qu'au moment des Jeux Paralympiques, ça va créer un élan extraordinaire. En 2012, je me rappelle, à Londres, 8 jours avant le lancement des Jeux, tous les Anglais étaient opposés aux Jeux. Personne ne voulait les Jeux Olympiques à Londres. Et puis, ça a été un succès sportif absolument incroyable, parce que je crois que les Britanniques ont fait une razzia de médailles comme jamais. Et ça a créé une vague porteuse pour le développement du sport extraordinaire qui a porté le sport britannique pendant presque une décennie. J'espère vraiment du fond du cœur qu'il va se passer la même chose en France. Sarah, tu as vécu des Jeux Olympiques en tant que sportive. Là, tu vas les vivre à Paris en tant que actrice finalement de ces Jeux. Comment ça se passe? Comment on passe du statut de sportive de haut niveau à personnalité engagée, à entrepreneur, à personne en tout cas qui s'engage et quelle est l'action concrète finalement que vont porter les Jeux? Et même chose que tout à l'heure, il y a une question quand même sur le legacy qui est ultra importante. Voilà, je voulais avoir ta vision par rapport à ça. Merci pour la question. Comment on passe d'athlète à femme engagée dans le mouvement sportif? C'est pas simple parce qu'en fait, athlète, c'est quand même une identité. Moi, ça a été 20 ans de vie. Mais je me suis engagée très tôt. J'étais déjà en tant qu'athlète dans les commissions d'athlètes au comité olympique. J'avais déjà créé mon association. Donc je pense que la transition, elle a quand même été facilitée par le fait d'avoir plusieurs projets. Et puis en même temps, je faisais de la boxe. Une femme sur un ring, ça n'intéressait pas grand monde. Donc j'avais aussi cette nécessité et cette envie d'avoir des projets à côté. Et quand j'ai arrêté ma carrière après les Jeux de Rio en 2016, tout est allé très vite puisque j'ai rejoint le comité olympique en tant que vice-présidente en charge des mixités. Il fallait un représentant pour la boxe et le président à l'époque, le président de la fédération de boxe à l'époque n'avait pas forcément l'envie et l'énergie de rejoindre le comité olympique. Et donc j'ai saisi cette opportunité. Ça a été assez brutal parce que les codes, on les a pas. Quand on est athlète, on ne se rend pas compte que le monde du sport est quand même très politisé. Moi, j'aimais le sport, j'aimais les jeux, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc, il n'y a pas de formation, il n'y a pas forcément d'accompagnement. Et donc, il faut comprendre les codes. Et donc, je crois que quand on est athlète, on développe cette faculté d'être agile, d'avoir presque un costume de caméléon. Et donc, on apprend, on observe. Et ça s'est fait comme ça. Et puis, je crois
crois qu'il y avait envie aussi, il y avait l'envie de rendre. Moi, comme je le disais, la boxe a vraiment transformé ma vie. Et puis, j'avais quand même encore les mains dans le cambouis, notamment avec cette association. Et je me disais que je pouvais peut-être, dans cette posture de vice-présidente, faire remonter mes observations de terrain, des bonnes pratiques que peut-être d'autres dirigeants un peu plus éloignés des terrains et des clubs ne percevaient plus. Donc voilà, j'avais envie de contribuer à cette manière. Et puis, après, voilà, les propositions de rejoindre différentes institutions se sont faites. Et c'est naturellement que j'ai accepté parce que je sens que je peux encore apporter quelque chose. Là, j'arrive presque au bout d'un cycle. Paris 2024, ça va être un tournant pour moi, pour ma vie professionnelle aussi. Je me suis engagée sur 2 mandats. Je pense que là, j'arrive au bout. Je vais laisser ma place aux plus jeunes et à ceux qui ont encore l'envie et l'énergie. Et puis, je m'engage maintenant dans cette filière sport. Pour une start-up ? Non, enfin, je sais pas trop. En fait, il y a plein de projets. Ce serait trop long de vous raconter toute ma vie, mais je le ferai avec plaisir autour d'un café si ça vous intéresse. Mais non, il y a mon association, évidemment. C'est un projet important parce que aujourd'hui, c'est des tiers-lieux et je crois vraiment en ça, que le sport peut nous permettre de nous réunir, de partager et de transformer des vies. Donc ça, c'est un engagement quand même fort et c'est un engagement de cœur. Et puis... les jeux, moi j'y ai cru dès le départ puisque j'ai rejoint le comité dès la phase de candidature avec l'envie justement de pouvoir transformer les quartiers populaires. Moi j'ai découvert la boxe dans le 93 à Aubervilliers et on voyait bien comment ces jeux pouvaient nous accompagner. Moi, ma volonté, c'est qu'il y ait une vraie culture du sport en France. On n'y est pas encore. Là, voilà, ça fait un moment qu'on en parle, des 30 minutes à l'école. Il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que ce sera possible. Philippe a parlé de l'exemple de Londres. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais dans cette équipe qui préparait les Jeux de Londres. Je côtoie encore des athlètes anglais et je vois bien comment ces Jeux ont transformé la société. Et donc, voilà, on a un véritable enjeu autour de l'héritage de ces Jeux et ce sera autour des pratiques plus durables, ce sera autour de l'innovation, des investissements étrangers. Voilà, on a une belle attractivité et ces Jeux, ce sera aussi l'occasion de renforcer l'image de marque de la France. Super, merci. Alors Eric, on va terminer avec vous et ensuite on pourra ouvrir aux questions de la salle, donc n'hésitez pas. Eric, l'après JO, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent, c'est l'après Roland Garros, l'après Nadal, l'après... Il y a beaucoup d'après. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour les sports de raquettes et puis pour la filière en général, filière du sport? Déjà, je voulais remercier Sarah pour ce témoignage que je trouve extra sur le learning by doing et comment tu t'es adapté. Je trouve que c'est plein d'énergie et ça fait plaisir à entendre. Voilà. L'après JO, oui, il y a... Alors, nous, dans le domaine, on est plutôt dans le sport privé, avec des infrastructures privées, donc moins touchés directement par les infrastructures publiques, même si je pense qu'il y a un vrai enjeu et qui me semble une opportunité pour les JO, qui est le côté peut-être d'intégrer le sport dans la culture française, et notamment à l'école, pas comme il y a... Soit tu es bon et tu fais pas du sport, soit tu n'es pas bon et tu fais du sport, ce qui paraît une idée aussi énorme, et notamment dans le monde anglo-saxon, mais qui, je pense, est un vrai terrain culturel pour la santé mentale, physique, etc. Je pense que ça, c'est un gap, et j'espère que les Jeux vont servir à ça. Et nous, on a la chance, parce qu'en plus du tennis, qui peut parfois avoir un côté élitiste, même s'il est présent dans nos terrains et facile d'accès, le badminton qui est à l'école, le paddle qui est en train d'arriver, qui est accessible à n'importe qui n'a jamais touché une raquette, allez-y, vous allez vous faire plaisir tout de suite, c'est super. Et ça fait partie aussi pour nous, et c'est un peu nouveau dans nos sports, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui jouent au paddle, ils ne se rendent pas compte qu'ils font du sport, en fait, ils vont faire une activité avec des copains. Parfois, je dis, au tennis, on joue au tennis, parfois on va boire une bière, au paddle, on va boire des bières, peut-être qu'on fera du paddle, mais c'est une vie sociale, c'est de l'interaction, que ça soit pour se faire plaisir, que ce soit pour du job. Et le sport, c'est aussi ça, et je pense que effectivement, cette filière du sport. Alors moi, je me rappelle de l'époque où Macron, ministre de l'économie et du numérique, et à l'époque Braillard, ministre du sport, ont fait les premières démarches pour montrer que le sport, c'était pas juste quelques fans de clubs partout, mais qu'il y avait vraiment des spécialités, des expertises en France sur plein de domaines, que ce soit la pratique, que ce soit les fabricants, etc. Donc, content que ça continue. Et peut-être que vous avez oublié quelqu'un qui est important dans l'environnement du sport qu'on connaît bien, qui est l'Union Sport ici, qui est la fédération des acteurs du sport, de la distribution et des fabricants, qui je pense est un acteur qui travaille à fond là-dessus depuis longtemps, dont on fait partie et qui porte haut aussi ce message que vous contribuez à partager aujourd'hui.
Super, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions dans la salle, c'est pas forcément des questions, ça peut être juste des échanges. Monsieur. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Plusquelec. J'interviens auprès des associations employeurs, en fait, qui sont financées par l'AFDAS, l'OPCO du sport, sur des appuis conseils, et notamment en ressources humaines, sur les obligations légales et conventionnelles. Ce qu'on constate, je rebondis sur vos propos, Madame Ouramoun, sur dépoussiérer les métiers du sport. Il y a eu une explosion de l'alternance, de l'apprentissage et contrat de professionnalisation dans le sport, dans la branche depuis 2-3 ans. Plus de 18%, je crois, de mémoire. Il y a 26 000 contrats qui sont financés en 2023 en apprentissage. Seulement, le profil des apprentis, ce qu'on constate, des alternants, est parfois trop calibré par rapport aux besoins des clubs. Et en termes d'insertion, ils vont aller chercher des jeunes qui sont sur des licences, master, marketing du sport, communication, pour des associations qui ont 500 licenciés. Et du coup, il n'y a pas de sens, personne ne s'y retrouve, ni du côté du tuteur, ni du côté du salarié, pour qui c'est le premier contrat de travail, et c'est très important. J'ai vu qu'il existait, et c'est financé depuis l'année dernière. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif du CPGEPS, c'est en dessous du BPGEPS. Du coup, le seul prérequis, c'est d'avoir son PSC1. Le profil, c'est un peu la personne de service civique qui navigue souvent au sein des associations sportives. Et je pense qu'il y a là-dessus une vraie possibilité d'insertion et d'évolution ensuite en termes de formation pour des jeunes en décrochage et qui du coup peuvent, à travers l'association sportive, avoir un premier contrat de travail, une formation. Seulement, la seule problématique que je vois aujourd'hui, c'est que la seule mention qui existe sur ce CPGEPS qui a été créé en 2019, ce qui fait qu'avec le Covid, il n'a pas été beaucoup déployé, mais en 2023, il a été déployé et financé par la branche. La seule mention qui existe, c'est une mention animation. Il n'y a pas de mention vie de l'association sportive, par exemple, avec un peu le cadre institutionnel, un peu de communication, un peu de gestion administrative du club. L'idée, c'est un petit peu aussi de faire face à la mutation du bénévolat. J'aime pas dire crise, je dis plutôt mutation. Les bénévoles ne viennent pas chercher la même chose, restent moins longtemps dans les clubs, font des choses plus précises des fois. Mais par contre, il manque toujours de la ressource humaine, on va dire, au sein des associations et des associations, on va dire, petites, entre guillemets. Le sport s'est bien professionnalisé au niveau des fédérations, des ligues pro, des clubs professionnels, des ligues territoriales et des comités. Mais il y a un manque pour moi au niveau de la base, alors qu'il y a un besoin sur ce manque de ressources humaines au sein du club. Et des jeunes pourraient être là pour justement, avec des parcours d'insertion avec les missions locales, les plis, je pense, mais s'il y avait aussi une mention plus adaptée aux associations sportives. Voilà, c'est juste mon témoignage. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le CPGEPS. Je pense qu'il y aurait un intérêt à communiquer dessus. Il y a un dispositif là, qui va être lancé en septembre, c'est les coachs sportifs d'insertion, où là, l'idée, c'est de pouvoir recruter des coachs qui sont déjà diplômés et de leur proposer des formations complémentaires vraiment sur le volet insertion pour pouvoir accompagner des publics cibles. Et en fait, l'idée, c'est de développer des activités complémentaires pour les clubs, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas embaucher un éducateur sportif à temps plein juste pour une activité, très souvent en soirée. Donc il y a ce dispositif qui est lancé dans le cadre de la grande cause nationale et qui, j'espère, permettra aux clubs, en tout cas, de se développer et peut-être de réfléchir à des collaborations sur des regroupements d'employeurs. Super. Alors, je crois qu'on a une question ou une intervention de Maude. Maude est lauréate de ce palmarès de ceux qui font la filière du sport. Et tu as une solution intéressante pour remettre les Français au travail de manière diffuse et sélective. Vas-y. Bah oui, vas-y. Bonjour à tous. Alors, ce n'était pas du tout prévu, donc je suis prévenue depuis 30 secondes. J'espère que vous serez indulgents. Je m'appelle Maude Baudier, je suis la fondatrice de Smatchy. Smatchy, en quelques mots, c'est comme le Blablacar du sport. Vous voulez trouver des partenaires sportifs près de chez vous, vous téléchargez l'application et vous déposez des événements ou vous pouvez participer aux événements organisés par les autres. C'est hyper simple parce que ça fonctionne avec un algorithme. Donc techniquement, dans cette salle, on pourrait avoir des niveaux 1 jusqu'au niveau 10 selon votre pratique dans chacun des sports. Et l'objectif, c'est de recréer du lien à travers le sport en évitant que vous passiez trop de temps sur les écrans. Donc souvent, j'ai tendance à dire que c'est moins de temps à scroller, plus de temps à transpirer. Pour vous donner un petit chiffre, qui est un chiffre qui parle beaucoup souvent, c'est dans quelques années, 95% des Français auront des problèmes de santé parce qu'ils ne font pas assez de sport, ils ne sont pas assez actifs. Et le mot, il a été dit tout à l'heure quand on parlait du padel.
En fait, on a oublié que le sport, c'était s'amuser. C'était quand on était gamin, prendre une paire de rollers, aller juste s'amuser avec ses copains, retaper la balle. Et moi, j'aimerais bien remettre ça au goût du jour en se disant, en fait, à travers l'application, on a la capacité d'aller trouver des potes de sport, des partenaires sportifs avec qui, en fait, on va juste passer un bon moment. On va oublier qu'on fait du sport et à la fin, on aura fait notre activité physique journalière, voire hebdomadaire. C'est gratuit, c'est pour tout le monde, tous les niveaux. Actuellement, on a 4 sports disponibles sur la plateforme. Le vélo, la course à pied, le tennis et le padel. Et en fait, on la co-développe avec nos utilisateurs. C'est-à-dire que si vous la téléchargez et qu'il y a quelque chose qui vous inspire, vous vous dites, tiens, il faudrait ce sport ou il faudrait telle fonctionnalité, vous nous contactez et nous, on le met en place. Voilà, merci beaucoup. Super, merci Maud. Si d'autres dans la salle souhaitent soulever un sujet ou faire connaître une initiative aussi, parce qu'on est aussi là pour ça, qui est de la mise en relation intéressante, n'hésitez pas. Ouais. On va vous donner le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour un sujet professionnel parce que j'ai des clients qui sont là. Mais dans ma vie perso, je préside une association qui s'appelle Our Game 2 qui lutte contre le sexisme dans le foot, notamment en tribune. On travaille avec la Ligue de football professionnel. On va avoir beaucoup de travail dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à venir me parler à la fin de cette session. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et bravo à toutes et à tous pour toutes vos contributions au sport français. Allez, dernier moment, dernière question si vous en avez. Et monsieur qui arrive et qui lève la main, c'est magnifique. Allez-y. Je peux bien prendre un café. Ouais. Bonjour à tous, j'en profite, c'est génial comme intervention. J'ai créé une application, enfin on a créé une application qui s'appelle Playmatch et qui facilite la gestion des événements sportifs et des animations. C'est vraiment une application qui veut innover dans ce secteur en proposant des concepts novateurs pour le public amateur principalement. Donc souvent les logiciels sont tournés vers la compétition, là on axe vers les amateurs. Donc si vous créez des événements, si vous êtes organisateur, si vous êtes dans des MJC, si vous créez des animations, même entre copains, Tristan Gabriel sur LinkedIn, et c'est super. Merci beaucoup.